Combien de secrets une simple photographie peut-elle contenir? Combien de vies, de décisions tues et de destins irrévocables sont figés dans un seul instant d'argent et de lumière? Nous regardons souvent ces images du passé et nous y voyons des fantômes, des visages anonymes, des vêtements démodés, un monde qui n'existe plus. Nous projetons nos propres idées de nostalgie ou de simplicité sur eux, sans jamais soupçonner le poids écrasant qu'ils portaient. Regardez bien cette image. Nous sommes en 1930, dans la gare enfumée d'un petit village alsacien, quelque part près de la frontière. La grande histoire n'a pas encore frappé. Du moins, c'est ce que l'on croit. L'air est vif. On peut presque sentir l'odeur du charbon et du métal froid. Un jeune homme, appelons-le Julien, se penche depuis la fenêtre d'un wagon de 3e classe. Il sourit, mais ses yeux trahissent une fébrilité, l'excitation de celui qui part à l'aventure. Sur le quai, une femme, sa mère. Elle ne sourit pas. Sa main est levée, peut-être dans un geste d'adieu, peut-être pour ajuster le foulard qui cache ses cheveux. Le titre de cette histoire vous a déjà donné un indice. C'est la dernière image. Il lui dit au revoir avant de partir. Mais le destin de la France, et le sien, était déjà scellé. Ce que le titre ne dit pas, c'est que la personne la plus importante sur cette photo n'est pas le jeune homme qui part, c'est la femme qui reste. Et le secret qu'elle garde, à cet instant précis, est plus lourd que la locomotive qui s'apprête à emporter son fils. À la fin de cette histoire, vous ne verrez plus jamais cette femme de la même manière. Vous comprendrez que son chagrin n'était pas seulement celui d'une mère, mais celui d'une nation à l'aube de sa plus grande épreuve. Notre mission, sur cette chaîne, est de retrouver ces visages oubliés, de donner une voix à ceux que l'histoire a rendus invisibles, ces héros silencieux dont les choix ont défini notre présent. Si vous croyez qu'il est vital de partager ces leçons de vie, ces mémoires qui nous rappellent le coût réel du courage, alors abonnez-vous dès maintenant et aimez cette vidéo. C'est en soutenant ce travail que nous empêchons ces histoires de disparaître dans l'oubli. Pour comprendre le secret d'Élise, la mère de Julien, il faut comprendre la France de 1930. Ce n'est pas Paris et ses années folles, c'est l'Alsace, une terre qui a changé de nationalité comme on change de chemise, une terre marquée par la Grande Guerre. Les cicatrices sont partout, dans les champs où rien ne pousse, dans les esprits des hommes qui boivent en silence au fond des tavernes et dans la méfiance omniprésente. La crise de 1929 a frappé l'Europe comme un coup de tonnerre sec. Le chômage ronge les villes et les campagnes. L'Allemagne voisine, de l'autre côté du Rhin, gronde. Des rumeurs étranges parviennent. Des histoires de violence politique, d'un parti aux idées radicales qui désignent des boucs émissaires. Mais pour Élise, la politique est un bruit de fond lointain, une affaire d'hommes dans les cafés. Sa vie, c'est le travail. Elle est veuve depuis la grippe espagnole. Elle est invisible. Elle est blanchisseuse. Sa journée commence avant l'aube. Ses mains sont le témoignage de sa vie, rougie, gercée, déformée par l'eau bouillante et la soude. Elle collecte le linge sale des notables du village, le maire, le docteur, et même le chef de la petite gendarmerie locale. Elle plonge ses bras jusqu'au coude dans l'intimité de ces gens. Elle connaît leur vie mieux qu'eux-mêmes. Elle sait qui a des dettes, qui trompe sa femme, qui reçoit des lettres étranges venues d'Allemagne. Elle frotte les draps, les uniformes, les chemises, et dans le silence de sa buanderie, dans la vapeur épaisse qui s'échappe des grandes cuves de cuivre, elle écoute. Elle est le centre muet de toutes les informations. Personne ne fait attention à la blanchisseuse. Elle n'est qu'un outil, une paire de mains. Mais ces mains, si usées par le travail, sont aussi des mains qui sauvent des vies, car Élise a un secret. Depuis plusieurs mois, la buanderie d'Élise n'est plus seulement un lieu de travail. C'est devenu une étape. Une cachette. Profitant de sa situation, sa maison est isolée, juste à côté de la rivière où elle rince le linge, et la vapeur constante offre une couverture parfaite. Élise fait partie d'un réseau embryonnaire, un réseau sans nom, fait de gens ordinaires. Ils aident ceux qui fuient. Au début, c'étaient des intellectuels allemands, puis des syndicalistes, et de plus en plus, des familles juives qui avaient senti le vent tourner bien avant les autres. Le linge propre qu'elles rapportent en ville n'est pas toujours vide. Parfois, un pain est caché dans un drap. Parfois, un message est cousu dans un ourlet. Parfois, sous une pile de chemises, se trouve un faux papier ou un peu d'argent pour payer un passeur. Le secret d'Élise, c'est que sous son apparence de veuve simple et laborieuse, elle est un maillon essentiel de la résistance avant même que le mot résistance n'ait un sens. Julien, son fils, ne sait rien de tout cela. Pour elle, il est la seule chose pure qui lui reste. Il a 19 ans, l'âge de l'insouciance, mais aussi l'âge de la frustration. Il voit ses amis sans travail, il voit la pauvreté s'installer. Il rêve de Paris, de lumière, d'un avenir. Élise le protège de son secret avec une férocité de louve. Il ne doit rien savoir. Savoir, c'est être en danger, et c'est là que le destin intervient, une semaine avant que cette photographie ne soit prise. Un soir,
Tard, alors qu'elle hébergeait un homme fiévreux dans sa cave, le gendarme du village, celui dont elle lave l'uniforme, est venu frapper. Il n'était pas là pour une inspection, il était là pour elle. Il lui a posé des questions. « Élise, vous utilisez beaucoup de savon ces temps-ci. »« Élise, on dit que vous recevez de la visite la nuit. » Quelqu'un avait parlé. La méfiance de l'époque, la xénophobie latente, avait transformé un voisin en informateur. Le gendarme est reparti avec un avertissement voilé, mais le message était clair. Elle était surveillée. La peur qui s'est emparée d'Élise cette nuit-là n'était pas pour elle. C'était pour Julien. S'il l'arrêtait, qu'adviendrait-il de lui? Pire, s'il le soupçonnait d'être son complice. La décision fut prise dans la nuit. Julien devait partir. Il ne pouvait plus rester en sécurité auprès d'elle. Le rêve parisien de Julien, qu'elle avait toujours repoussé, devint soudain sa seule porte de sortie. Elle a menti. Elle a rassemblé ses maigres économies, celles gardées pour un jour de pluie, et lui a annoncé qu'un cousin, lointain à Paris, avait enfin trouvé une place pour lui dans un petit bistrot. L'excitation de Julien était si grande qu'il n'a pas vu la panique dans les yeux de sa mère. Il n'a pas vu qu'elle lui fabriquait un exil. Ainsi, nous revenons à la gare. Nous regardons cette photo. Ce n'est pas un départ, c'est une fuite. Ce n'est pas une mère qui pleure le départ de son fils pour la grande ville. C'est une combattante qui sacrifie la seule chose qu'elle aime pour protéger son secret. Son sourire figé est un masque. Elle ne regarde pas son fils partir vers son avenir. Elle le regarde échapper au destin qu'elle a choisi pour elle-même. Et le destin de la France, ce n'est pas une abstraction future de 1940. Il est déjà là, sur ce quai, dans le cœur brisé de cette femme, dans le choix impossible qu'elle vient de faire, scellant son propre sort pour acheter la liberté du sien. Le sifflet du train est sur le point de retentir, et Élise sait, au fond de son âme, qu'elle ne le reverra jamais. Le sifflet du train s'estompa, avalé par la campagne alsacienne. Le panache de fumée se dissipa dans le ciel gris de 1930. Sur le quai, Élise resta immobile, sa main figée dans cet adieu qu'elle n'avait pas vraiment voulu. Autour d'elle, la gare reprit sa vie. Des commis roulaient des chariots de bagages, des familles se retrouvaient. Mais pour Élise, le monde s'était vidé. Le départ de Julien n'était pas un simple départ, c'était une amputation. Elle se retourna lentement, le tissu de son tablier de travail, qu'elle n'avait même pas pris le temps d'enlever, tordu entre ses doigts. La marche du retour vers sa maison au bord de la rivière fut la plus longue de sa vie. Chaque son était assourdissant. Le bonjour du boulanger, Monsieur Schmitt, dont elle lavait les tabliers tachés de farine, les cris des enfants qui jouaient à la marelle sur la place du village. C'était un monde qu'elle ne reconnaissait plus, car elle le voyait désormais à travers le prisme de son sacrifice. Elle devait jouer la comédie de la mère triste, mais fière. « Ah, Paris, quelle chance pour votre Julien !» lui lança une voisine. Élise hocha la tête, un sourire qui lui coûta toutes ses forces. Oui, une belle opportunité. Opportunité. Le mot avait un goût de cendre. Elle rentra chez elle. Le silence était absolu, brisé seulement par le clapotis de la rivière et le sifflement du vent dans le conduit de la cheminée. La petite chambre de Julien était là, son lit fait, une paire de bottes encore crottées près de la porte. L'odeur de son fils était encore là. Elle s'assit sur le lit et, pour la première fois, laissa son masque de courage se fissurer. Elle ne pleura pas pour le départ de son fils. Elle pleura de rage. Rage contre l'époque, contre la bêtise des hommes, contre ce gendarme qui la soupçonnait, contre ce destin qui lui prenait tout. Elle avait sauvé Julien, mais à quel prix? Elle avait acheté sa sécurité en s'enfonçant elle-même plus profondément dans le danger. Car Élise le savait, maintenant que Julien était parti, elle n'avait plus rien à perdre. Et une personne qui n'a plus rien à perdre est soit brisée, soit incroyablement dangereuse. 2 jours passèrent. 2 jours où Élise s'abrutit de travail. Elle frotta le linge avec une fureur qu'elle n'avait jamais eue. Ses mains saignaient, mais elle ne sentait rien. La douleur physique était une ancre bienvenue contre la tempête dans son esprit. Le 3e soir, on frappa à sa porte. Ce n'était pas le coup discret de ses visiteurs, c'était le coup lourd, officiel, de l'autorité. Elle essuya ses mains sur son tablier et ouvrit. C'était lui, l'officier Mathieu. Il tenait son képi à la main, un geste qui se voulait respectueux, mais qui ne masquait pas la dureté de son regard. Il était un homme du village. Il avait connu son mari. Il avait vu Julien grandir. Cela rendait sa suspicion encore plus obscène. « Bonsoir, Élise, dit-il, sa voix trop mielleuse. Je passais dans le coin. Je vois que vous travaillez tard. » Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, dans la buanderie embuée. « Je suis venu chercher mon uniforme. Ma femme n'arrive pas à ravoir l'école comme vous. » C'était un prétexte, et ils le savaient à tous les deux. « Il sèche, officier, » répondit-elle, sa voix plate, barrant le passage de son corps. Il ne bougea pas. Alors, le petit Julien est parti. C'est soudain. Paris, c'est une grande ville, dangereuse pour un garçon de la campagne en ce moment. On y entend de drôles d'histoires, des communistes,
Des agitateurs, j'espère qu'il ne fréquentera pas les mauvaises personnes. La menace était claire, suspendue entre eux dans l'air humide. Il ne la menaçait pas elle. Il menaçait son fils, à des centaines de kilomètres de là. Je sais où il est, je peux le faire accuser. Élise sentit la glace envahir ses veines. Mon fils est un bon garçon, dit-elle simplement. Il sait se tenir. Mathieu la fixa longuement, puis esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Bien sûr. Dites-moi, Élise, vous qui lavez le linge de tout le monde, vous n'avez rien vu d'étrange, des inconnus dans le village, des gens qui ne sont pas d'ici? Elle comprit le jeu. Il ne la soupçonnait plus seulement d'aider des réfugiés. Il la soupçonnait d'être les yeux et les oreilles de quelque chose de plus grand. Il avait raison. Je ne vois que le linge sale, officier, répondit-elle en soutenant son regard. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Il rit, un son sec. N'oubliez pas mon uniforme demain. Il remit son képi et partit. Élise ferma la porte, le dos collé au bois, son cœur battant à tout rompre. La visite n'était pas un avertissement, c'était une déclaration de guerre. Sa maison n'était plus sûre, elle ne pouvait plus cacher personne, le réseau était en danger, et elle en était le point faible. Le lendemain, elle changea tout. Sa rencontre avec l'abbé Pierre, le vieux curé du village qui semblait ne s'occuper que de ses roses, mais qui était en fait la tête pensante du réseau, fut brève, au marché, devant l'étal de légumes. « Mes roses ont besoin d'une nouvelle méthode, Élise, dit-il en soupesant un chou. Les pucerons sont devenus trop curieux. Moins d'arrosage direct, plus de soins par les feuilles. Le message était passé. Fini les cachettes dans la cave. Le réseau devait devenir invisible, et Élise était la seule à pouvoir le faire. Son travail devint sa couverture, et sa couverture devint son arme. Elle n'allait plus cacher des gens, elle allait transporter des informations. Une semaine plus tard, la nouvelle méthode fut mise à l'épreuve. L'abbé Pierre lui confia une tâche d'une importance capitale. Pas un nom, pas un message, mais un plan. Un sympathisant travaillant à la petite préfecture avait réussi à copier, sur une feuille de papier à cigarette, le nouveau calendrier des patrouilles de la gendarmerie le long du Rhin. Ce document pouvait sauver des dizaines de vies, mais il devait parvenir à Strasbourg avant la fin de la semaine. Et Mathieu la surveillait. Il la suivait, de loin, lors de ses tournées de livraison. Elle ne pouvait rien porter sur elle. Elle passa la nuit dans sa buanderie. Elle prépara sa lessive, mais aussi un bol de d'amidon, épais et bouillant. Elle prit le minuscule papier, le roula en une perle si petite qu'elle tenait sous son ongle et le plongea dans la pâte blanche et gluante. Puis, elle prit l'un des uniformes qu'elle devait livrer le lendemain, celui du maire. Elle repassa le col, encore et encore, appliquant l'amidon spécial, travaillant la minuscule boulette de papier dans l'épaisseur même du coton, jusqu'à ce qu'elle soit invisible, fondue dans la raideur impeccable du tissu. Le col était dur comme du carton, indétectable. Le matin de la livraison fut un calvaire. Elle poussa sa charrette de linge propre, le panier contenant l'uniforme du maire sur le dessus. Comme elle s'y attendait, l'officier Mathieu l'intercepta au coin de la place. « Encore du beau travail, Élise, » dit-il, faussement jovial. Son regard balaya le contenu de la charrette. Il s'arrêta sur l'uniforme du maire. « Ma femme dit que vous utilisez un secret. Elle n'obtient jamais cette blancheur. » Il avança la main, non pas vers le panier, mais vers le col de la chemise elle-même. Il le pinça entre son pouce et son index. Élise cessa de respirer. Le secret de dizaines de vies était là, entre les doigts de son ennemi. Mathieu frotta le tissu, dur comme de la pierre, un vrai travail d'artiste. Il la lâcha et lui fit un clin d'œil. « Ne vous faites pas voler votre secret. » Il la laissa passer. Élise reprit sa marche, ses jambes tremblant si fort qu'elle faillit s'effondrer. Elle livra le linge à la femme du maire, une femme austère qui prit le panier sans un mot, mais dont les yeux lui dirent « merci ». Sur le chemin du retour, Élise passa devant la chambre vide de Julien. Elle avait gagné, elle avait transformé son chagrin en arme, son travail d'invisible en un acte de défi. Mais la victoire avait le goût amer de la solitude. Et la guerre, elle le savait, ne faisait que commencer. Les saisons tournèrent, imperceptiblement. L'automne de 1930 laissa place à un hiver rigoureux qui figea la rivière et fit craquer les arbres. La vie d'Élise s'était installée dans une routine nouvelle, une routine d'une tension à fendre la pierre. Sa buanderie était devenue le cœur battant d'un réseau de plus en plus vital. Elle n'était plus seulement une blanchisseuse, elle était devenue un bureau de poste clandestin, un coffre-fort vivant. Son travail s'était transformé en un langage secret. Un chiffon bleu suspendu à sa charrette signifiait « livraison prête » pour l'abbé Pierre. Un chiffon rouge, danger, ne pas approcher. Les plis même du linge qu'elle rendait contenaient des messages. Une chemise pliée en 3, c'était une information mineure. Pliée en 4, c'était une alerte. La vapeur de ses cuves de cuivre servait désormais à des fins plus sombres. Elle décollait méticuleusement les scellés des enveloppes qu'elle interceptait dans le courrier du maire ou du chef de la gendarmerie, courrier qu'elle récupérait en prétextant une erreur de boîte aux lettres ou en sauvant d'une flaque de boue. Elle lisait les missives à la hâte, ses mains tremblant légèrement, avant de les refermer avec une colle de sa fabrication, si parfaite que personne ne pouvait y voir la moindre trace. Son fer à repasser, chauffé sur le poêle, ne servait plus seulement à raidir les colles. Il révélait l'encre invisible, du simple jus de citron, utilisé par le médecin du village,
sur des ordonnances vierges, détaillant non pas des posologies, mais les noms des nouveaux sympathisants nazis dans la région, ou les mouvements de fonds suspects. Cette double vie avait un coût. Le fossé entre elle et le reste du village s'était creusé pour devenir un abîme. Elle était devenue la veuve étrange, celle qui ne parlait à personne. Elle évitait le marché autant que possible, faisant ses courses à la dernière minute pour ne croiser personne. Chaque conversation anodine était un champ de mine. « Il fait froid, Élise. »« Oui. » « Des nouvelles de Julien ? » « Il travaille. » Ses réponses étaient devenues aussi raides que les cols qu'elle repassait. La peur était sa compagne de chaque instant. Ce n'était plus seulement la peur de Mathieu, mais la peur de sa propre ombre, la peur d'un mot de trop, d'un regard mal interprété. La solitude était totale. Elle était entourée de secrets, mais ne pouvait en partager le poids avec personne. Un jour de février glacial, une lettre arriva. Une vraie, cette fois, l'écriture large et un peu maladroite de Julien. Elle s'assit à sa table de cuisine, ses mains gercées se réchauffant autour d'une tasse de chicorée. Elle ouvrit l'enveloppe avec une tendresse qu'elle réservait autrefois à son fils. Il allait bien. Le travail au bistrot était dur, mais Paris était incroyable. Il décrivait les lumières, le métro, la foule. Puis, il mentionna ses nouveaux amis, des étudiants, des artistes, des gens qui parlaient en politique dans l'arrière-salle du café. « Ils disent que les choses vont changer, maman », écrivait-il. « Ils parlent de justice, d'égalité. Ils n'aiment pas ce qui se passe en Allemagne, mais ils pensent aussi que la France doit changer de l'intérieur. » Élise sentit son cœur se serrer. Elle avait réussi à l'éloigner du danger immédiat, physique, de sa propre maison, pour l'envoyer au cœur même de la fournaise idéologique qui commençait à embraser l'Europe. Il était passé d'un danger qu'elle pouvait contrôler à un danger abstrait, hors de sa portée. Cette lettre, censée la rassurer, ne fit que renforcer sa détermination. Son combat ici, en Alsace, n'était pas seulement pour des inconnus. C'était pour créer un monde où des garçons comme Julien n'auraient pas à choisir entre la pauvreté et des idées dangereuses. Le danger, justement, monta d'un cran. Les informations qu'elle interceptait devenaient plus sinistres. Ce n'étaient plus seulement des patrouilles ou des rumeurs, c'étaient des listes de noms, des noms qu'elle connaissait. Le docteur Lévy, le médecin juif qui soignait tout le monde, riche ou pauvre. Monsieur Baumann, le libraire qui vendait des livres interdits en Allemagne. Le nom de l'abbé Pierre y figurait, souligné en rouge. La gendarmerie locale, sous l'impulsion de Mathieu et de ses nouveaux contacts de l'autre côté du Rhin, ne se contentait plus de surveiller. Elle préparait. L'air était devenu électrique. La simple suspicion des premiers jours s'était muée en une menace concrète, organisée. C'est alors que l'abbé Pierre lui confia la mission la plus périlleuse à ce jour. « Ils ne sont pas comme les autres, Élise, lui dit-il à la sortie de la messe, alors qu'elle faisait semblant de nettoyer les marches de l'église. C'est un professeur de physique de Berlin, un esprit brillant, et sa femme. Ils ont des documents, des plans, je crois, des choses que le Reich ne peut pas avoir. Ils étaient cachés, non pas dans sa cave, mais dans la crypte sous l'autel de l'église. Mais Mathieu avait flairé quelque chose. Depuis 3 jours, un gendarme était posté sur la place, observant l'église. L'abbé était surveillé, Élise était surveillée. « Ils ne peuvent pas rester, » dit l'abbé, son visage gris de fatigue. « Et ils ne peuvent pas être pris. C'est à vous de choisir le moment, Élise. Vous êtes nos yeux. » Élise passa une nuit blanche. La buanderie était pleine de vapeur, mais son esprit était d'une clarté glaciale. Elle ne pouvait pas les cacher dans le linge. Mathieu fouillerait sa charrette. Elle ne pouvait pas les guider. Elle était suivie. Elle devait utiliser l'obsession de Mathieu contre lui. Elle devait devenir l'appât. Son plan était simple et terrifiant. Le lendemain matin, c'était le jour de livraison à la gendarmerie. L'abbé avait prévenu le contact suivant, un boulanger qui viendrait de la ville voisine avec sa carriole à pain. Le transfert devait se faire à 10 heures précises, dans la ruelle derrière l'église. À 10h moins 5, Élise poussa sa charrette sur la place du village. Elle vit Mathieu, qui discutait avec le gendarme de garde. Il la vit aussi. Son regard se durcit. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea non pas vers la gendarmerie, mais vers la ruelle opposée. « Élise !» La voix de Mathieu claqua comme un coup de fouet. Elle fit semblant de sursauter et accéléra le pas. « Arrêtez-vous !» Il se mit à courir vers elle, le gendarme sur ses talons. Elle paniqua et poussa sa charrette violemment, heurtant volontairement une borne en pierre. La charrette se renversa. Des draps blancs, des uniformes, des sous-vêtements se répandirent sur les pavés sales. Et parmi eux, un petit paquet enveloppé de toile de jute. « Qu'est-ce que c'est ?» grogna Mathieu, la repoussant pour saisir l'objet. Il le déchira. À l'intérieur se trouvait une épaisse liasse de billets de banque et une carte rudimentaire de la frontière. C'était moi ses propres économies, celles qu'elle avait gardées pour Julien. C'était un sacrifice, un pari. « Alors c'est ça, Élise ? Vous êtes payée ? Vous les aidez à s'enfuir ?» Le visage de Mathieu était triomphant. Il la tenait. Des gens commençaient à s'attrouper. Élise se mit à pleurer, des larmes de peur très réelles. « C'est mon argent.
C'est pour mon fils. La carte, c'est pour qu'il sache d'où il vient. » Elle jouait la mère paniquée. Mais pendant qu'elle criait, pendant que Mathieu la secouait par le bras, pendant que toute l'attention de la place était rivée sur elle et son crime d'évasion fiscale ou de trahison, elle vit du coin de l'œil, dans la ruelle derrière l'église, une porte s'ouvrir. 2 silhouettes furtives se glissèrent de la crypte vers la carriole du boulanger, qui repartit aussitôt, sans bruit. L'échange avait duré moins de 30 secondes. Mathieu, furieux de n'avoir qu'une explication plausible, une mère qui envoie de l'argent à son fils, mais convaincu de sa culpabilité, confisqua l'argent. « Je vais vérifier votre histoire. » Et si vous mentez, il la laissa là, au milieu de son linge souillé, humiliée publiquement. Elle resta à genoux sur les pavés, tremblante, et se mit à ramasser les chemises. Elle avait tout perdu, son argent, sa réputation. Mais alors qu'elle serrait un drap contre sa poitrine, elle regarda la route par laquelle le boulanger avait disparu. La physique avait quitté le village. Elle avait gagné. Son rôle venait de changer. Elle n'était plus une messagère, elle était un soldat. L'humiliation sur la place du village fut une seconde mort. L'argent, fruit de mois d'économie, était perdu. Mais ce fut le regard des gens qui la blessa le plus. Ce n'était plus de la simple méfiance. C'était un mélange de peur et de mépris. Élise, la blanchisseuse, était devenue Élise, la traîtresse, celle qui frayait avec des étrangers, qui cachait de l'argent, qui avait crié sur un officier de la gendarmerie. Elle était devenue une paria. Son retour à la maison ce jour-là fut un chemin de croix. Les portes se fermèrent sur son passage. Les voisins qui, la veille encore, lui confiaient leur linge sale, détournèrent désormais le regard. Elle était seule, complètement et dangereusement seule, et Mathieu le savait. L'officier n'était pas stupide. Il avait peut-être perdu la face publiquement, incapable de prouver quoi que ce soit au-delà de l'argent confisqué, mais il avait compris qu'elle l'avait joué. L'évasion des 2 silhouettes de l'église, qu'il avait apprise trop tard, coïncidait parfaitement avec la diversion d'Élise. Il avait été le dindon de la farce, et sa colère était froide, méthodique. Il n'allait pas l'arrêter. Il n'avait aucune preuve tangible qui tiendrait au tribunal. Il allait la démanteler, la briser, pièce par pièce, en utilisant l'arme la plus efficace dans un petit village, la communauté. Une semaine après l'incident, la femme du maire fut la première. Elle intercepta Élise près du lavoir, l'air pincé. « Élise, je suis désolée. Mon mari pense, avec les temps qui courent, ce n'est plus convenable. Nous allons faire laver notre linge à Strasbourg désormais. » Ce fut le premier coup. Le lendemain, ce fut le médecin, puis le notaire, puis la petite bourgeoisie du village, l'un après l'autre. Comme un cœur macabre. « Les temps sont durs, Élise. Je n'ai pas les moyens. Ma femme s'en charge. » Les prétextes étaient aussi fins que du papier à cigarette, mais le message était lourd comme du plomb. En moins de 15 jours, Élise avait perdu 80% de ses clients. La buanderie devint silencieuse. Pour la première fois depuis la mort de son mari, les grandes cuves de cuivre étaient froides. La vapeur, qui avait été sa couverture et son allié, ne montait plus. Le silence était assourdissant. Il n'était rompu que par le sifflement du vent d'hiver, qui s'engouffrait sous la porte. Avec la perte de son travail, Élise perdait plus que son revenu. Elle perdait sa raison d'être, son camouflage et son accès. Elle ne pouvait plus intercepter le courrier, elle ne pouvait plus lire les messages cachés dans les taches des uniformes. Elle était aveugle. Mathieu l'avait coupée du monde, l'avait enfermée dans sa propre maison, la condamnant à une mort lente, froide et solitaire. Pendant des jours, elle sombra. Elle resta assise dans sa cuisine froide, regardant la rivière gelée. La peur pour Julien se mêlait au désespoir. Avait-elle fait tout cela pour finir ainsi, brûlée comme une vieille chemise usée? Elle relut la lettre de son fils, encore et encore, cherchant dans ses mots naïfs sur la justice une raison de continuer. Elle pensait à cet homme, le professeur de physique. Elle espérait que son sacrifice avait servi à quelque chose. Le réseau l'avait abandonnée. L'abbé Pierre ne lui parlait plus. Elle ne recevait plus de messages, plus de linge codé. Elle était devenue toxique. C'est alors qu'elle comprit. Mathieu avait gagné la bataille, mais il avait fait une erreur tactique. En la transformant en paria, en la rendant invisible d'une nouvelle manière, il avait cessé de la surveiller activement. Il avait tourné son attention vers sa prochaine cible. Il était convaincu qu'Élise était finie, brisée, neutralisée. Il se concentrait désormais sur le poisson plus gros, l'abbé Pierre et l'église. Des rumeurs circulaient. Mathieu avait demandé des renforts de la ville. Il parlait d'une fouille de l'église, d'une vérification des registres. Il cherchait les listes. Il cherchait le cœur du réseau. La 4e nuit, après avoir perdu son dernier client, on frappa. Un coup si faible qu'elle crut l'avoir rêvé. Elle ouvrit. C'était l'abbé Pierre, non pas le prêtre confiant, mais un vieil homme voûté, le visage ravagé par l'inquiétude. Il se glissa à l'intérieur, vérifiant qu'il n'avait pas été suivi. « Élise » souffla-t-il, ses mains tremblant de froid.
Pardonnez-moi, nous devions vous laisser seuls. C'était le seul moyen de vous protéger. Je ne suis plus protégé, mon père. Je suis fini. Non, dit-il en posant sa main sur la sienne. Vous êtes la seule qui puisse le faire. Il va fouiller l'église, demain soir. Il pense que les Allemands que vous avez sauvés nous ont tout dit. Il cherche nos archives, les noms, la liste de tous nos contacts à Strasbourg, à Bâle. S'il la trouve, nous sommes tous morts. Élise le regarda, le cœur battant. Où est-elle? Dans le confessionnal, derrière le panneau de chêne sculpté. Vous devez la déplacer, dit-elle. Logique. Je ne peux pas, répondit l'abbé, et elle vit la peur pure dans ses yeux. Je suis surveillée jour et nuit. Chaque personne qui entre dans l'église est fouillée, sauf pour la confession de minuit. La vieille tradition de l'Avent. Élise comprit. Il n'y aura pas de confession, mon père. Non, mais il y aura une pénitente. Mathieu s'attend à ce que je sois seule. Il s'attend à ce que le village me fuit. Il ne s'attendra pas à vous voir, Élise. Vous, la paria, la déchue. Vous êtes la seule personne qui peut entrer dans cette église ce soir sans qu'il ne comprenne pourquoi. Il pensera que vous venez chercher le pardon, que vous êtes brisé, vous irez vous confesser. Et pendant que vous serez dans le confessionnal, vous devrez récupérer les listes. Le plan était d'une simplicité folle. Utiliser sa propre destruction comme un déguisement. Elle devait marcher dans la gueule du loup, jouer le rôle que Mathieu lui avait écrit, la femme brisée cherchant la rédemption, pour porter le coup final. Elle regarda ses mains, non plus rougie par la lessive, mais pâle et froide. « Donnez-moi votre bénédiction, mon père, dit-elle, car ce soir, je vais commettre bien plus qu'un péché. » Minuit. Le gel avait saisi le village, le plongeant dans un silence de cristal brisé. Chaque pas qu'Élise faisait sur la route gelée résonnait comme un coup de marteau dans la nuit. Elle avait enfilé son châle le plus usé, s'était voûtée, s'efforçant d'incarner la femme brisée que Mathieu s'attendait à voir. Il n'y avait pas de lune. Seules les étoiles, froides et indifférentes, éclairaient son chemin. L'air était si vif qu'il lui brûlait les poumons, mais elle sentait à peine le froid. Son sang était du feu, une glace bouillante de peur et de détermination. Elle n'était plus Élise la blanchisseuse, ni même Élise l'espionne. Elle était une ombre, un but. La place de l'église était déserte. Les arbres nus jetèrent des ombres déchiquetées sur le parvis. Elle s'attendait à voir Mathieu, ou l'un de ses hommes, caché dans l'embrasure d'une porte. Mais il n'y avait rien, juste le silence. Ce vide était plus terrifiant que n'importe quelle surveillance. Était-ce un piège? Avait-il deviné? Elle n'avait pas le choix. Elle poussa la petite porte latérale de l'église, celle qu'on ne fermait jamais à clé. Le grincement du bois résonna dans la nef immense comme un cri. L'intérieur était plus froid encore que l'extérieur. L'obscurité était presque totale, rompue seulement par le faible scintillement rougeâtre de la lampe du sanctuaire et une poignée de bougies que l'abbé Pierre avait dû allumer près des confessionnaux. Elle le vit. Il n'était pas à l'autel. Il était assis sur le premier banc, son bréviaire à la main, mais il ne lisait pas. Il priait, ou peut-être attendait-il simplement le bourreau. Quand il entendit le grincement, il leva la tête. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre. Il n'y eut aucun signe, aucun mot, juste la compréhension partagée de deux âmes au bord du précipice. Elle se déplaça sans bruit, une ombre glissant sur la pierre. Elle passa devant les statues des saints, dont les visages semblèrent la juger. Elle arriva au confessionnal de chêne, noirci par le temps. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que le son emplissait toute l'église. Elle se glissa dans la petite boîte obscure, l'odeur de bois ancien, de cire froide et d'encens lui piquant la gorge. Elle s'agenouilla sur le prie-dieu usé. Elle entendit l'abbé se lever et entrer de l'autre côté. Le léger cliquetis du panneau coulissant qui s'ouvrait fut le son le plus fort qu'elle ait jamais entendu. « Mon père » commença-t-elle, sa voix un tremblement rauque. « Pardonnez-moi, car j'ai péché. » Elle commença à réciter une confession inventée, parlant de sa colère, de sa peur, de son désespoir d'avoir perdu son fils. C'était un mélange de mensonges et de vérité si profond qu'elle-même s'y perdait. J'ai eu des pensées de haine. Pendant qu'elle parlait, sa main gauche, cachée par l'obscurité, cherchait. Elle suivait le relief de la sculpture, comme l'abbé le lui avait décrit. Une feuille de vigne, une grappe de raisin, et juste en dessous, un petit loquet de bois. Elle le poussa doucement. Il n'y eut pas de clic. Un petit panneau pivota silencieusement vers l'intérieur. Ses doigts rencontrèrent la texture froide et lisse d'un paquet enveloppé de toile cirée. Elle l'avait. Il était fin, si fin, toute la résistance, tous ces noms, toutes ces vies contenues dans ce petit objet plat. Elle referma ses doigts dessus. C'est à cet instant précis que les portes principales de l'église volèrent en éclats. Elles ne s'ouvrirent pas. Elles explosèrent vers l'intérieur, le bruit du bois se brisant résonnant comme un coup de canon. « Personne ne bouge !» La voix de Mathieu, amplifiée par la voûte, était un rugissement de triomphe. Des faisceaux de lampes torches puissantes balayèrent l'obscurité, crucifiant l'abbé Pierre qui venait de sortir de son côté du confessionnal. Deux autres gendarmes se tenèrent derrière Mathieu, pistolets au poing. Il n'avait pas attendu. Il avait utilisé la rumeur de sa propre fouille pour les forcer à agir.
Quelle scène touchante, dit Mathieu en s'avançant lentement dans l'allée centrale, ses bottes claquant sur la pierre. La lumière de sa torche frappa le confessionnal, la pécheresse venue se racheter, et le prêtre qui écoute. Vous me prenez vraiment pour un imbécile. Il était à 10 mètres, puis 5. Élise était piégée dans la boîte en bois. Le paquet était brûlant dans sa main. Il n'y avait aucune issue. « Sortez de là, Élise » siffla-t-il, arrivant devant la porte du confessionnal. L'acte est terminé. Il ouvrit la porte d'un coup sec. Il la saisit par le bras et la jeta dehors, sur le sol froid. « Où sont-elles ? Les listes » hurla-t-il, son visage déformé par la rage. Élise tomba à genoux, mais ses mains étaient vides. Elle ne tenait que son vieux chapelet en bois. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Fouillez-le » ordonna-t-il au gendarme en désignant l'abbé. « Et vous » dit-il à l'autre, « mettez-moi ce confessionnal en pièces. » Alors que Mathieu la tenait, la forçant à regarder, le deuxième gendarme commença à attaquer le bois avec la crosse de son fusil. Mais l'abbé Pierre, que le premier gendarme s'apprêtait à saisir, fit quelque chose d'impensable. Dans la seconde où Mathieu avait ouvert la porte d'Élise, elle n'avait pas caché le paquet. Elle l'avait glissé sous la grille, sur le sol du compartiment du prêtre. Et maintenant, l'abbé, avec une vitesse surprenante pour son âge, se baissa, le ramassa et ne courut pas vers la sortie. Il courut vers l'autel. « Non !» hurla Mathieu, comprenant trop tard. Il lâcha Élise et se précipita, mais le vieil homme était plus rapide. Il atteignit le grand candélabre, celui dont les bougies brûlaient jour et nuit. D'un geste ample, presque liturgique, il plongea le paquet de toile cirée au cœur de la plus grande flamme. L'huile s'enflamma instantanément. Une boule de feu orange vif illumina le visage de l'abbé, un visage soudainement serein, victorieux. Mathieu poussa le vieil homme au sol et tenta d'éteindre le feu avec ses mains gantées, mais c'était inutile. Les listes, les noms, les contacts, l'espoir de dizaines de personnes. Tout se consumait, se tordant en cendres noires qui montaient lentement vers le plafond sombre de la voûte. Le silence retomba, lourd, brisé seulement par le crépitement final du feu et la respiration haletante de Mathieu. L'officier se retourna lentement. Son visage n'était plus triomphant, c'était le masque de la pure fureur. Il s'approcha de l'abbé, toujours au sol, et le frappa au visage avec son poing ganté, un son mat et écœurant. Le vieil homme ne cria même pas. Puis, Mathieu se tourna vers Élise. Il la regarda, elle, toujours à genoux sur la pierre, observant les cendres qui commençaient à redescendre comme une neige sale. « Vous » souffla-t-il. Il fit un signe de tête à ses hommes. Ils la saisirent, la relevant brutalement. Elle ne résista pas. Elle sentit le froid du métal mordre ses poignets. Il n'avait rien. Son secret était sauf. Mais alors qu'il la traînait hors de l'église, dans la nuit glaciale, elle sut que le prix de ce secret était sa vie. Elle ne reverrait jamais Julien. Les portes de l'église restèrent béantes, comme une bouche hurlant dans la nuit glaciale. Les menottes mordaient la peau d'Élise, un froid si intense qu'il en devenait brûlant. Alors que Mathieu et ses hommes la jetèrent dans le véhicule, elle jeta un dernier regard à son village. Aux fenêtres, des rideaux bougeaient, des ombres la regardaient être emmenées. C'étaient les visages de ceux dont elle avait lavé les secrets. Les visages de ceux qui l'avaient abandonnée. Ils n'avaient pas de pitié. Ils n'avaient que de la peur, et un lâche soulagement que ce ne soit pas eux. Mathieu monta à ses côtés, il ne la regarda pas. Il regardait l'église où les dernières cendres retombaient. Il avait échoué, il avait les prisonniers, mais la preuve, le trésor, était parti en fumée. « Vous n'êtes personne, Élise, » dit-il, sa voix basse, vidée de sa fureur, ne laissant que du venin. Une blanchisseuse, vous n'avez jamais existé. Ce furent les derniers deux mots qu'elle entendit d'un homme de son village. La voiture démarra, emportant Élise loin de sa rivière, de sa maison vide et du souvenir de son fils. Elle disparut cette nuit-là. L'abbé Pierre, lui, fut transféré à Strasbourg. Le rapport officiel mentionna une pneumonie contractée en prison, 2 mois plus tard. Seuls les murs de sa cellule savèrent la vérité. Quant à Mathieu, son zèle fut récompensé. Quand les bottes allemandes foulèrent le sol de l'Alsace des années plus tard, il fut l'un des premiers à troquer son uniforme français contre celui de la collaboration. Sa petite cruauté de 1930 n'étant qu'un prélude à une barbarie plus grande. Élise ne fut jamais jugée, il n'y avait rien à juger. Elle fut transférée, encore et encore, son nom se perdant dans la bureaucratie de l'oubli. Elle devint l'une des premières prisonnières Nacht an Nebel, nuit et brouillard, une femme destinée à être effacée de la mémoire des hommes. Nous ne saurons jamais si elle a survécu à la guerre qui allait bientôt déchirer le monde. Son histoire s'arrête dans cette cellule anonyme. Mais son héritage, lui, ne faisait que commencer. À Paris, Julien reçut une lettre, pas de sa mère, mais de l'abbé Pierre, envoyée juste avant son arrestation finale. Quelques lignes seulement.
Ta mère t'aimait plus que sa propre vie. Elle t'a sauvé. Sois digne de son sacrifice. » Le jeune homme insouciant de la gare, celui qui rêvait de lumière et de justice, mourut ce jour-là. À sa place, naquit un combattant. Lorsque la France tomba, Julien rejoignit la résistance. Il se battit dans les ombres, tout comme elle. Et le réseau? Ce réseau que les cendres de l'église avaient sauvé? Parce qu'Élise avait gagné cette nuit-là. Les contacts étaient en sécurité. Le professeur de physique a pu transmettre ses plans. Le réseau alsacien, l'un des rares à être resté intact, fut l'une des premières étincelles à rallumer la flamme quand tout semblait perdu. Le sacrifice d'Élise n'avait pas été vain. Il avait acheté du temps. Il avait acheté un avenir. Et maintenant, regardez à nouveau cette photographie. La gare de 1930. Regardez-la, sachant tout. Ce n'est plus un adieu. C'est un sacrifice. Ce n'est pas une mère triste de voir son fils partir. C'est une combattante qui pousse son bien le plus précieux hors du champ de bataille. Le sourire excité de Julien est l'innocence tragique qu'elle se bat pour préserver. Sa main levée n'est pas un signe d'adieu, c'est un bouclier. À cet instant précis, Élise n'a pas seulement sauvé son fils. Elle a sauvé l'honneur d'une nation qui ne savait même pas qu'elle était en guerre. Elle, l'invisible, la blanchisseuse, elle tenait le destin de la France entre ses mains gercées par la soude, et elle n'a pas failli. L'héritage d'Élise est la preuve que le véritable courage ne se mesure pas aux batailles remportées en public, mais aux sacrifices consentis en silence. Ce sont ceux que l'histoire ne voit pas, ceux qui œuvrent dans l'ombre, qui perd souvent le prix fort pour notre liberté à tous. Sa vie entière fut un acte de résistance silencieuse. Maintenant, j'aimerais vous poser 3 questions pour réfléchir à votre propre vie. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller et que seriez-vous prêt à sacrifier, non pas pour vous-même, mais pour une cause que vous savez juste? Qui sont les personnes invisibles de votre vie? Celles dont vous sous-estimez peut-être le travail silencieux et la force quotidienne? Quand vous regardez vos photos de famille, quel secret de courage et de sacrifice se cache peut-être derrière les sourires? Si cette histoire vous a touché et que vous avez suivi jusqu'ici, commentez avec le mot-clé « silence ». Ainsi, je saurai que vous comprenez la véritable force d'Élise. Notre mission est de sauver ses souvenirs. Si vous croyez en ce travail, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez cette histoire. La mémoire d'héroïnes comme Élise en dépend. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo, où une autre photographie vous révélera un secret tout aussi puissant.